Oui. Je voulais savoir Patrick, c'est lui qui a fait le truc, qui m'avait dit je veux pas que. Bon, c'était clair, c'était sa propriété, voilà. Mais là, il me dit que non, non. Alors. Bonjour à tous. Alors, j'ai désactivé volontairement tous les micros parce qu'il voilà, y avait un petit peu des bruits parasites. Donc, n'hésitez pas à les rallumer voilà, quand vous voudrez prendre la parole par la suite. Du coup, Aude, je te laisse aussi réactiver ton micro. Du coup, il a été coupé au passage. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce 6e jeudi, je crois. Voilà, donc j'espère que vous avez tous votre instrument premier qui est la tasse de café ou de thé, indispensable à la convivialité de cette formule. Merci beaucoup à Marjolaine pour l'organisation et puis à l'ensemble de nos participants, de nos intervenants d'aujourd'hui, sachant aussi que le principe est celui vraiment d'une discussion collective. Donc, le déroulement va être assez le suivant. On va donner d'abord la parole à Manon Six sur la collecte participative qu'elle a effectuée autour des pratiques sportives au Musée de Bretagne. Parce qu'elle doit ensuite nous quitter, elle ne peut pas rester jusqu'au bout de la séance. Et puis ensuite, on donnera la parole aux 3 autres intervenantes de cette table ronde sur les collectes participatives, à savoir Alice Buffet du musée de la Résistance de l'Isère, qui a organisé une collecte sur les objets de 39-45, Agnès Mirandet, directrice des collections et des expositions au musée de la Poste, qui a organisé, comme nous au MUSEM, une collecte autour du confinement, et puis Anne-Marie Doledec, responsable de la recherche et de la valorisation au RISE, qui a organisé une collecte sur les instruments voyageurs. Voilà, quant à moi, je suis donc Aude Fanlot, responsable du département recherche du MUSEM, et je pilote à ce titre les programmes d'enquête-collecte que l'on mène pour constituer les collections sur ce modèle un peu définitoire des musées de société. Et en l'occurrence, nous avons expérimenter un renouvellement ou des inflexions de cette voie d'acquisition en lançant la collecte participative sur le confinement. Et du coup, eh bien, c'est beaucoup, on apprend en marchant en quelque sorte, puisqu'on a improvisé le lancement de cette collecte qui, bien sûr, était relativement inattendu, en tout cas n'avait pas été prémédité. Et je suis vraiment très, très contente de pouvoir échanger avec vous tous sur ces questions parce que elle se pose à nous d'un point de vue déontologique, d'un point de vue de classement, d'un point de vue de traitement, d'un point de vue de lancement. On se pose des questions tous les jours et j'ai hâte d'écouter vos propres expériences et vos propres conseils. Voilà, donc sans plus attendre, je donne la parole à Manon Six, donc responsable du pôle conservation pour la collecte sur le sport et les pratiques sportives amateurs, je crois, au musée de Bretagne. Oui, bonjour, merci. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, je voudrais savoir si vous voyez bien l'écran. Oui, c'est tout bon, parfait. Merci. Alors, je tiens à préciser que c'est une collecte qui est tout juste lancée, hein. Elle n'est pas réalisée, elle n'est pas du tout aboutie. Elle a été lancée l'année dernière, en 2020. Alors, bien évidemment, dans le contexte particulier que nous connaissons tous, il n'a pas été, on va dire, le plus aisé de la lancer finalement cette année-là, puisqu'on a eu forcément une interruption dans la relation normale que nous avions avec nos activités et ce que nous avions prévu en tous les cas en termes de communication et puis voilà, de programmation tout simplement autour de cette collecte. Donc, bien évidemment, nous avons décalé un peu notre calendrier, allongé aussi forcément la durée estimée de cette opération. Alors, bien évidemment, puisque pour beaucoup de collectes, c'est un processus assez long. En tous les cas, nous l'avions pensé comme tel, mais le calendrier s'en trouve forcément décalé.
Alors, ce que je voudrais juste signifier dans un premier temps, c'est qu'il nous est apparu, en tous les cas, très important pour nous de lancer ce projet, tout simplement parce que tout simplement les pratiques sportives amateurs sur le territoire régional étaient assez peu représentées au sein de nos collections et qui nous a paru être un domaine scientifique et pluridisciplinaire qui pouvait tout à fait être étoffé au sein des fonds du musée de Bretagne, d'où l'invitation aux Bretons et à l'ensemble des publics qui pouvaient partager un lien avec ce domaine lié au territoire breton, à participer en tous les cas à l'enrichissement d'un patrimoine sportif lié au territoire. Alors, sur le principe de la collecte, le musée de Bretagne n'en était bien sûr pas à son premier essai, puisque c'est de toute façon pour un musée de société un des modes d'acquisition traditionnels qui avait été mis en œuvre depuis très longtemps dans l'histoire du musée. Et pour les périodes plus récentes, des collectes avaient été menées. Pour les plus récentes, on peut citer les projets autour des migrations, également des vêtements de travail, qui étaient des projets qui avaient donné lieu à des expositions temporaires. De la même manière, les suites d'une exposition temporaire, par le thème développé, par le type d'objet présenté, ont fréquemment incité des donateurs potentiels à initier une démarche de don au profit du musée, dans la même perspective que les projets de collecte que nous menons de manière plus systématisée ou plus planifiée. Donc pour nous, ça a été, on va dire, enchaîné, ou en tous les cas se mettre dans un sillon qui existait déjà. Alors une nouvelle thématique pour nous est apparue, celle des Bretons et du sport. Bien sûr parce que c'est un phénomène tout à fait général. Si on reprend les chiffres, en 2018, il y a 66% des Français de plus de 15 ans, soit plus de 36 millions, qui ont eu une pratique sportive dans le cours de l'année. Une majorité est engagée dans une pratique sportive amateur régulière et autonome. Et en Bretagne, alors, nous connaissons déjà différents domaines extrêmement investis par les populations, le football, le cyclisme ou la voile, qui sont les sports les plus massivement pratiqués. Eh bien, on avait assez peu de témoignages dans nos collections pour pouvoir l'illustrer. Les collections du musée sur le thème sport, aujourd'hui, c'est environ 2000 notices d'inventaire liées à la thématique, alors tout support confondu, mais face à l'ampleur de nos collections, qui aujourd'hui sont estimées à plus de 700 000, c'était une portion congrue qu'il nous fallait véritablement réactiver. Alors, la collecte, elle est orientée sur une thématique circonscrite à la Bretagne contemporaine, plutôt les 20e, 21e siècles. Ce sont les pratiques physiques et sportives des habitants du territoire, et principalement en amateur, de l'enfance à l'âge adulte, qui sont ciblés. Le musée se propose en fait d'étudier comment le sport touche la société bretonne, particularités régionales, pratiques sociales, loisirs, histoire des associations et des clubs, manifestations sportives qui ont pu évoluer selon des événements, des phénomènes sociaux, le sport et la santé par exemple, l'apprentissage et le sport, l'inclusion et le sport, mais également selon des facteurs économiques ou des progrès technologiques. En considérant le sport comme un objet d'étude historique et anthropologique, mais aussi comme un point de vue, le musée cherche en fait à inviter à poser un regard nouveau sur la société bretonne également. Que cherchons-nous très concrètement? Les publics sont invités à contribuer à la constitution de ce patrimoine en venant déposer au musée et raconter, c'est très important, des objets personnels, témoins de leur activité sportive ou de leur relation au sport en général. La collecte, elle s'adresse à toute personne intéressée, habitant en Bretagne ou ayant exercé ponctuellement une activité sportive en Bretagne. La question de l'origine bretonne de l'objet, mais surtout de son utilisation en Bretagne, nous importe tout autant. Également des personnes qui ont fréquenté des manifestations sportives bretonnes, des matchs ou des grands événements sportifs. Les objets proposés, s'ils n'ont pas nécessairement donc cette origine, en tous les cas systématiquement bretonnes, doivent vraiment avoir été utilisés ponctuellement sur le territoire.
Nous avons essayé de délimiter certaines catégories pour simplifier la répartition en tous les cas et nous aider dans cette collecte. Alors nous avons défini plusieurs thèmes, à chacun son sport, l'expression individuelle ou l'effort collectif, la pratique de loisirs ou de compétition, c'est tout ce qui touche à la relation de chacun au sport, du sport bien-être ou du souhait de performance, du passe-temps ou de la passion, seul, à plusieurs. Là, l'idée, c'est vraiment d'illustrer ce phénomène d'importance au sein des sociétés, vecteur souvent de souvenirs individuels ou communs qui vont structurer la mémoire. Et le sport met toujours en scène de manière très éclairante les rapports de genre, les rapports de domination aussi, les rapports aux identités. On pense au sport féminin, au sport populaire. Donc, tout ça rentre dans cette catégorie. Ensuite, le sport à l'école ou le sport en famille, c'est la jeunesse, l'apprentissage, les valeurs éducatives par le sport, l'accès de tous à la découverte du sport, grâce en effet à ce cadre particulier, que ce soit l'école, les pratiques familiales par exemple. Les clubs, les structures sportives, les ligues, les comités, les fédérations, c'est beaucoup le monde associatif sportif comme cadre, qui est souvent facilitateur, organisateur, l'identité et le fonctionnement des structures, leur communication bien sûr, leur esprit et la dimension évidemment économique aussi de tout cela, qu'il s'agisse de magasins, de sport, du tourisme lié au sport également. Et puis enfin les manifestations sportives en Bretagne, tout confondu. Donc, ce sont les lieux du sport et les temps forts et tous les témoignages liés à ces événements, de grandes célébrations populaires potentiellement, les victoires, mais aussi tout le domaine du supporterisme et celui des spectateurs, ainsi que la médiatisation. À l'intérieur, nous avons en effet spécifié pour les publics un certain nombre d'objets ou de documents, c'est-à-dire on leur a annoncé via un document support le type d'objet, alors vraiment des souvenirs, des trophées, des cartes postales, des photographies, des vêtements. Là, la liste est très longue que nous avons spécifiée à travers ces grandes thématiques. Alors, ce qui est important aussi, c'est la méthodologie et les critères de sélection que nous avons essayé de répartir de manière à pouvoir encadrer le plus possible cette collecte. Donc, bien évidemment, nous avons mis en avant un certain nombre de grands axes de travail que vous voyez ici. Donc, la représentativité de l'objet par rapport à la thématique de la collecte, l'existence d'une documentation et le récit du donateur, le pouvoir d'évocation et son témoignage, la polysémie, c'est la manière aussi dont un objet va nous permettre de raconter aussi ou d'éclairer plusieurs thématiques potentielles, l'absence de redondance avec d'autres éléments de la collection, l'état de conservation, et puis bien sûr la capacité d'entreposage au musée, puisque nous ne savons pas évidemment quel sera à terme le volume de ces collections, et puis aussi les dimensions d'encombrement de celles-ci. On nous a tout récemment proposé une planche de surf. Il n'est pas question évidemment d'engranger dans les collections une quinzaine de planches de surf, donc il faut veiller aussi à cette dimension de réalité et de faisabilité. Alors, pour ce qui est de la méthodologie particulière, il est proposé au public de nous adresser tout d'abord soit un mail, soit via le biais d'un appel téléphonique, de nous proposer l'objet en question ou les objets. Nous leur proposons systématiquement un entretien, donc principalement à distance en ce moment, qui pourra aboutir éventuellement au dépôt pour étude, mais il est prévu d'informer l'ensemble des donateurs potentiels que ces objets feront l'objet, en tous les cas, d'un examen, puisque en tout démarrage de collecte, nous ne savons bien sûr pas où cela va nous mener et les critères de redondance seront à étudier, puisque bien évidemment, on pourrait avoir la proposition de 25 maillots de football assez similaires et il ne sera pas possible de pouvoir immédiatement donner une réponse aux donateurs potentiels. Donc c'est une sorte de SAS qui est finalement créé, que la personne décide de garder l'objet dans la période d'intervalle une fois que nous avons recueilli photographies
et documentation nous permettant voilà, de pouvoir l'étudier tranquillement, ou alors qu'elle nous le dépose pour permettre également son étude. Ensuite, bien évidemment, le donateur est également informé que nous réservons la possibilité de l'inclure ou non à terme dans les collections, avec le passage d'un dossier préalable soumis à la Commission scientifique régionale d'acquisition. Donc, nous avons déjà présenté le principe de la collecte avec les critères notamment que je vous évoque ici et le type d'objets qui sont recherchés. Et il est prévu qu'à terme, une fois un pan de cette collecte est suffisamment organisé et constitué, nous puissions faire passer les objets ensuite par biais de liste directement aux membres de la commission. Voici ce qui a été en effet prévu pour le mode opératoire. Autour de cela, nous avons réussi, alors dans les interstices que l'année 2020 nous a permis à organiser cet automne quelques rencontres avec le public sur la question sportive, via le biais notamment d'un musée au foot. Donc là, c'était le football qui avait été retenu, donc ça s'est fait cet automne. Avec des rencontres spécifiques autour de l'interaction sportive, qu'il s'agisse d'ateliers d'identification, d'indexation de nos fonds photographiques, de rencontres avec les médiateurs, de projections aussi. Et cette occasion a été, on va dire, propice à la sensibilisation des visiteurs autour de ce projet de collecte. Et l'information a pu être diffusée par ce biais. Donc voilà, nous en sommes bien évidemment encore au début. Il y a des objets qui composent nos collections, d'autres qui ont été acquises finalement pour le moment dans ce sas d'études. Je pense beaucoup au domaine du football puisque Rennes a eu la chance d'être à nouveau, on va dire, victorieuse lors de la Coupe de France dernièrement et finalement les choses ont été assez activées naturellement. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Merci beaucoup Manon, merci mille fois pour la présentation de cette collecte. Ah ça y est, miracle, je vois tous les participants. Non, je pense que c'est parce que c'est l'écran partagé de Manon, c'est pour ça. Ah ben ce serait peut-être la solution. Alors toujours est-il, pardon, comme vous êtes assez pressé, je vais d'abord donner la parole à nos participants s'il y a des questions à vous poser spécifiquement. Moi, j'en aurais une, parce que je trouve évidemment le sujet du sport est un sujet total et je trouve très intéressantes les articulations que vous avez évoquées entre vraiment une inscription territoriale affirmée, aussi bien par disons, la règle du jeu qui est que ce soit un objet utilisé ou d'origine bretonne ou utilisé dans un cadre breton, et aussi par les grandes pratiques sportives, cyclisme, voile et football qui se dégagent. Donc, il y a une spécificité régionale et en même temps, les objets, vous dites, ouvrent sur des phénomènes sociaux beaucoup plus vastes et vous parlez des questions de genre, d'inclusion. Voilà. Et je me demandais si du coup, cette ouverture vers des sujets beaucoup plus larges, vous la travaillez aussi avec d'autres musées régionaux qui ont travaillé sur cette thématique sportive. Alors, pas avec les musées du territoire spécifiquement. Bien sûr, le projet de collecte a été diffusé. On a été plutôt happé tout dernièrement par le projet d'inventaire du patrimoine sportif mené par le Musée national du sport, dans lequel, bien sûr, nous allons participer aussi activement en vertu de l'état de nos collections et des perspectives à venir.
L'idée, en tous les cas au niveau régional, est bien sûr de faire également un tour des collections existantes dans les autres musées, de manière aussi à ne pas créer de redondance. Alors, il n'y a pas de musée avec des collections dont la couleur serait spécifiquement sportive dans les musées du territoire. Enfin, il n'y a pas de musée du sport local, globalement. En revanche, il y a des collections liées au sport, on va dire même à un niveau plus modeste dans beaucoup d'institutions dont les collections sont souvent pluridisciplinaires, comme celle du musée de Bretagne. Donc l'idée était vraiment de pouvoir partir d'un diagnostic le plus à jour possible pour ne pas recréer en tous les cas des collections redondantes par-ci et par-là. L'idée vraiment est d'être dans un dialogue constructif et puis aussi dès que nous identifions un sport qui est très territorialisé, ici en Bretagne, ça pourrait être le cas de la voile qui concerne beaucoup les côtes, et bien encore une fois d'aller voir s'il n'y a pas déjà des collections publiques suffisamment constituées en la matière qui voilà, ne mériteraient pas d'être étoffées ou de créer chez nous un domaine à part. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat ou alors Marjolaine a donné la... Alors Vanessa d'Outrelot, je vois apparaître votre main. Je vous donne la parole pour la question. Moi, j'aurais plutôt une question d'ordre méthodologique, à savoir, donc vous avez dit que le public avait répondu à votre appel, donc soit par téléphone, voilà, plutôt à distance, mais comment déjà... En fait, moi, je m'interroge sur, à la base, comment vous avez fait appel au public. Est-ce que vous avez mené des ateliers via les champs libres? Parce qu'on a eu justement récemment une formation sur les ateliers participatifs et avec l'exemple des champs libres et des ateliers 4C. Donc, on s'interrogeait justement sur l'articulation du musée de Bretagne avec ces ateliers. Est-ce que vous êtes appuyé sur ces ateliers? Vous avez parlé d'un atelier, hein, le musée au foot. Mais est-ce que, à la base, en fait, pour attirer le public, pour intéresser le public à la thématique, quels étaient les médias, en fait, utilisés? Alors, on est parti assez frileusement dans un premier temps, puisqu'on pensait que la communication allait peut-être nous mettre dans une situation de foisonnement d'arrivée de collections. Donc, nous avons, dans un premier temps, plutôt utilisé la communication traditionnelle au musée, donc des flyers, de l'appel sur le site internet, les réseaux sociaux, principalement. Un petit peu de communication aussi plus institutionnelle, alors relayée ici par les champs libres directement. On sent que le premier niveau, en tous les cas, de réponse résulte véritablement de ces premiers contacts de communication qui ont été assez légers. Nous n'avons pas enclenché, parce que nous étions dans cette année 2020 où nous n'étions pas tout à fait présents au musée, de campagnes de communication plus importantes, mais nous le souhaitions, via notamment des médias type Ouest France et la presse locale, pour nous permettre de relayer de manière plus importante cette opération. Et nous sommes encore, je dirais, dans un entre-deux aujourd'hui, à savoir en gros, on n'y va pas, du fait de la situation un peu incertaine. Ce qui est prévu en revanche, c'est de pouvoir mailler aussi notre programmation culturelle de moments de rencontre avec le public et de ne pas perdre en tous les cas le lien sur ce fait sportif à travers cette programmation par éventuellement d'autres ateliers comme celui de musée au foot, mais peut-être dédié à un autre domaine sportif. Nous allons pour ce faire accueillir un stagiaire à partir du mois de mai pour 6 mois qui est lui-même précisément intéressé par notre projet de collecte et qui aura dans ses missions la question en effet de l'animation de ce projet de manière plus approfondie et notamment la tenue d'ateliers et de moments de rencontre avec le public sur cette période, on dirait jusqu'à Noël à peu près. Voilà, pour essayer de redonner un mouvement. Alors, bien sûr, nous préférons véritablement pouvoir accueillir le public au moment de discussion
on pourrait imaginer des sortes de petits speed dating qui permettraient à chaque personne intéressée de nous parler de l'objet qu'il compte éventuellement donner au musée dans le cadre de petits ateliers de cette sorte. Mais on préférerait véritablement pouvoir avoir des rencontres humaines au musée plutôt que ces rencontres à distance perpétuellement pour pouvoir le faire. Alors, ça fonctionne quand même, hein, les gens viennent vers nous, mais pour le moment, c'est un peu difficile de pouvoir en effet accueillir le public dans nos murs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Aude PC Luxe. Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. Vous avez parlé de liens avec le musée du sport de Nice, je pense avec Marie-Grace et son équipe. Vous pourriez nous en dire juste plus sur la manière dont les choses se connectent par rapport à votre projet et le réseau, enfin en tous les cas, ce qu'essaie de faire le musée du sport sur le territoire. Pour le moment, en effet, nous allons principalement verser tout simplement nos notices liées au patrimoine sportif issu de nos collections dans leur projet, en tous les cas, d'inventaire du patrimoine sportif. Donc, les données, finalement, sont en cours de transmission. Alors, nous n'avons pour le moment pas transmis, bien sûr, le produit actuel de la collecte, puisque nous préférons attendre, en tous les cas, un moment plus propice où nous aurons déjà fait un bilan avant de revenir vers eux pour entrer ces nouvelles données. Il faudra bien sûr qu'elles aient déjà fait l'objet d'une décision d'acquisition pour pouvoir intégrer l'inventaire du patrimoine sportif. Ce qui serait néanmoins intéressant, et c'est un peu votre question aussi qui m'y fait penser, c'est de peut-être créer en effet dans cet inventaire, ou de donner une part à l'aspect dynamique ou évolutif de la création de ce patrimoine qui est toujours finalement en train de se faire, et de ne pas s'arrêter seulement sur une logique d'inventaire base de données, mais de pouvoir également donner à voir les projets de rencontres et de participation avec le public. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Moi, j'ai deux petites questions. J'aurais voulu savoir s'il y avait une sorte de sélection des sports qui seront en fait présentés dans cette collecte. Est-ce qu'il faut qu'ils soient forcément représentatifs d'une population importante, ou ça peut être des sports un peu à la marge? Et puis ma deuxième question, c'est comment vous allez gérer le fait que vous n'allez pas pouvoir tout garder, vous l'avez précisé. Comment est-ce que vous allez dire aux gens, bah non, finalement, on ne va pas le prendre? Alors, sur la question de la sélection, non, je dirais que vraiment tous les sports sont en effet bienvenus et concernés. Nous avons eu tout récemment une sollicitation de jeunes adolescents qui nous ont demandé si on souhaitait collecter le e-sport, et je dois dire que nous n'y avions pas du tout pensé. C'est certainement aussi la période de confinement qui a mis en exergue aussi ce type de pratiques sportives qui sont des pratiques sportives. Et nous allons certainement aussi collecter dans ce domaine également peut-être des témoignages concernant. Alors, je dirais vraiment qu'il n'y a pas d'exclusion à ce stade. Et puis, sur la question de la sélection et de la relation diplomatique avec les donateurs, ils sont véritablement prévenus en amont que tout ne sera pas forcément conservé, et que nous attendons une étude particulière des fonds qui seront proposés avant de confirmer. Alors, c'est vraiment un engagement que nous demandons aux donateurs potentiels d'appréhender, puisque ce qui nous paraît vraiment le plus important, c'est vraiment que l'objet soit le plus documenté possible. Nous avons eu des propositions d'objets pour lesquels les gens n'avaient aucune information, en gros des choses qu'ils trouvent dans leur grenier,
pour lequel vraiment ils ne peuvent pas apporter de complément documentaire. Et là, vraiment, on a eu une discussion très, très simple en disant que pour nous, c'était difficile d'intégrer un objet comme celui-là parce qu'on allait pouvoir en raconter assez peu de choses, malgré le fait qu'il puisse être intrinsèquement intéressant, hein. Mais c'est vraiment le récit autour de l'objet qui nous intéresse. À partir de cela, on n'a pas du tout eu de réaction, on va dire, défavorable des personnes, hein, plutôt des réactions de compréhension. Mais c'est pour ça aussi que j'insistais sur la rencontre humaine. C'est que c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire passer ce type de message lors d'une discussion avec les gens plutôt qu'à distance. Oui, d'autant qu'il y a une différence entre conserver l'objet en réserve et le mettre en exposition. Donc les gens, quand ils donnent des objets, ils souhaitent, en tout cas, ils espèrent que ça soit présenté dans l'exposition. Et si on leur dit qu'on le conserve en réserve, c'est parfois plus délicat. Alors c'est vrai que nous avons, je dirais, c'est pas une consolation, mais nous ne pouvons bien sûr pas tout présenter en permanence, même si les projets d'exposition temporaire nous permettent en tous les cas très régulièrement de mettre en valeur des objets. La petite consolation, c'est la diffusion de nos ressources numériques et de nos collections qui sont sur le portail des collections et qui permettent en tous les cas une accessibilité au fond de manière permanente, au moins par le biais de l'image, de la notice, de la documentation par rapport à l'objet qui, elle, par contre, est vraiment à 100% présentée au public, enfin, en tous les cas en permanence. Voilà. Après, bien sûr, il faut que la personne entende aussi que c'est très lié à nos programmations d'exposition temporaire, voire également aux rotations ponctuelles de notre parcours permanent qui pourraient permettre aussi de montrer l'objet. Merci beaucoup. Merci Manon. Je pense qu'on reviendra sur l'ensemble de ces questions, à la fois des principes de sélection et puis de la relation que ça instaure aux donateurs, les attentes que ça suscite et qui vont se poser en fait, je pense, pour l'ensemble de nos intervenants. L'heure tourne un peu et je propose, à moins qu'il y ait une dernière question, que l'on remercie beaucoup Manon d'avoir ouvert le bal de ces collectes et que l'on... Est-ce qu'il y a encore une question peut-être? Sinon, on va passer à l'intervention suivante. Alors, écoutez, je vais peut-être donner la parole à on n'avait pas prévu d'ordre préalable. Peut-être Anne-Marie Doledec, parce que ça fera, je pense, un bon lien avec l'intervention qu'on vient d'entendre. Vous êtes responsable de la recherche et de la valorisation et vous avez mené… Je suis responsable des expositions, pardon, et de la valorisation de la recherche. Ah, excusez-moi. Dans le bon ordre, donc. Alors, je vais essayer de vous faire partager mon PowerPoint. Je signale aussi dans le chat, pendant que vous faites cette petite manip, plusieurs interventions de Céline Chanas et qui lui a envoyé également des liens en complément pour la collecte dont on vient de parler. N'hésitez pas à regarder ces liens. Anne-Marie, on vous écoute pour l'expérience du RISE. Très bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon PowerPoint? Oui, on le voit. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc je vais vous présenter cette collecte Instruments Voyageurs qui nous a animés ici à Villeurbanne en fait depuis 2019 et qui continue en fait à nous animer parce que vous allez voir, et c'est ce qui fait sa singularité à cette collecte, c'est qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Et au niveau de ces temporalités, on avait une contrainte particulière ou un objectif, on va dire, qui était la mise en exposition des fruits de cette collecte, puisque nous avions prévu d'exposer dans la galerie du RISE en novembre 2020. Voilà, et cela pour une durée de 10 mois, et nous avons tenu ces objectifs. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités. Alors, instruments voyageurs. Alors finalement, qu'est-ce qu'on entend par là? Il s'agit d'un projet culturel de territoire qui est le fruit d'un partenariat tripartite entre le RISE de Villeurbanne, que je représente aujourd'hui, le CMTRA, qui est le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, un ethnopôle en fait, et puis l'École nationale de musique de Villeurbanne.
Et en fait, ce projet s'est inscrit dans une chaîne opératoire complète, puisque finalement, il s'agit à la fois de collecter, de conserver, de valoriser, de transmettre, mais aussi de créer. Je reviendrai sur ces points dans le cadre de ma présentation. Et alors, pour objectif central, de donner à voir la richesse et la diversité du patrimoine musical des Villeurbanais, de montrer aussi la variété des pratiques culturelles, donc en lien avec la musique, et des traditions donc musicales urbaines, mais aussi de mettre en lumière des parcours migratoires et de nombreuses trajectoires culturelles. Et vous allez voir que cette collecte a généré de nombreuses rencontres interculturelles et pour nous, c'était vraiment une très grande richesse. Alors, en ce qui concerne sa forme, la collecte, elle a concerné des récits de vie, donc des témoignages oraux, des récits de vie d'habitants autour d'un objet qui est celui de l'instrument de musique. Donc en fait, il s'agissait d'aborder des Villeurbanaises et des Villeurbanais qui possèdent chez eux un instrument de musique et qu'ils soient praticiens, amateurs ou professionnels ou pas du tout. On a eu aussi des cas de figure avec des personnes qui ne jouaient pas d'instrument de musique mais qui en possédaient un malgré tout chez eux. On a ciblé aussi, on était dans une démarche intergénérationnelle, on a ciblé à la fois des enfants comme des adultes. Et vous allez voir sur ma présentation, donc vous avez ce gros accordéon au centre, et sur le côté, les touches des accordéons, en fait, ce sont les portraits de ces habitants. Et ce visuel, on le retrouve dans l'exposition qui est encore en présentation aujourd'hui. Donc, c'est à peu près 70 témoins habitants qui ont été concernés par ce collectage. La collecte, il s'agit aussi de collecter des instruments de musique. A priori, on est sur entre 80 et 90 instruments de musique et qui ont été empruntés pour une durée déterminée de 10 mois, à savoir la durée de l'exposition. Donc ça aussi, c'est une spécificité et ils ont été empruntés donc dans la perspective d'être restitués à leurs propriétaires. Enfin, la collecte a concerné des collectes musicales, donc de petits morceaux, en fait. On a fait sonner les instruments de manière plus ou moins longue. On a eu plusieurs formats. Et cette matière a été réutilisée et réinvestie, on va dire, par des professeurs et des élèves de l'École nationale de musique de Villeurbanne qui ont en fait créé trois compositions électroacoustiques qui sont en diffusion aussi dans l'espace d'exposition. Voilà. Alors, en ce qui concerne notre méthodologie, donc on a été sur trois périodes. Ah oui, alors je tiens à rappeler que c'est surtout le CMTRA, en fait, l'ethnopôle, qui était acteur de la collecte. Nous, le RISE, nous y avons contribué. On a apporté notre soutien, notre aide aussi physique, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais c'est surtout eux qui l'ont piloté de concert avec nous, le RISE. Et je tiens aussi à rappeler une de nos spécificités d'équipement, c'est qu'au sein du RISE, nous avons la chance d'avoir aussi les archives municipales de Villeurbanne et donc une équipe d'archivistes à même aussi de travailler sur le volet conservation, traitement, etc. Voilà. Donc pour nous, c'était une valeur ajoutée aussi d'avoir toutes ces équipes. Donc, c'est surtout le CMTRA et ses relations, en fait, au niveau vraiment sur ce sujet des musiques traditionnelles, qui a été notre interlocuteur privilégié. Donc, comment nous avons procédé? En fait, surtout au départ, par un système de réseau, de bouche à oreille, d'identification de professionnels potentiels, et des bases de données, en fait, que nous avons croisées aussi avec l'École nationale de musique, qui évidemment est en lien permanent avec des musiciens. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Au RISE, nous avons mis en œuvre depuis plusieurs années une technique d'approche des habitants qu'on appelle les brigades mobiles. Et donc, en fait, nous sommes allés sur des marchés à Villeurbanne, dans différents quartiers,
avec peu de matériel finalement, une table, une chaise, du son pour donner envie à entendre aussi les premiers témoignages collectés, des morceaux de musique aussi. Et puis, on avait tout simplement un kakémono qui présentait notre intention et le propos du projet. De plus, vous voyez en haut à droite de ma diapo un logotype. Il nous a semblé en termes de communication pertinent d'avoir un identifiant pour cette collecte, instrument voyageur. Donc voilà, on a fait un petit logotype. Excusez-moi Anne-Marie, si je peux me permettre, je pense que vous n'avez pas fait défiler votre PowerPoint. Si on est toujours sur la première page, du coup, voilà, vous parliez d'un logo, on ne le voit pas. Ah, alors, moi, je le vois, du coup. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, attendez. Je ne sais pas ce qui se passe. Mettez-vous en mode, mettez votre diaporama en mode lecture plein écran. Des fois, ça bloque parce que tant qu'il est en mode diaporama. Là, il l'est. Vous le voyez? Alors là, l'écran n'est plus partagé. Je pense qu'il faut que vous Alors, attendez, je réitère. Vous le voyez? Alors oui, là c'est bon. Très bien. Donc en fait, le logotype, on va procéder. Vous le voyez ici? Oui. Vous êtes à la slide 3 du coup. Voilà, je le remets en plein écran. Est-ce que c'est bon? Alors non, ça part pas en plein écran. Alors on va éviter le plein écran. Est-ce que comme ça vous le voyez? Je suis désolée, c'est pas formidable, mais. Essayez juste de passer à la slide suivante, qu'on vérifie que ça défile. Sinon on le voit, hein, on le voit parfaitement. Oui, quand vous cliquez comme ça fonctionne. Voilà. Bon, alors, je vais le faire de manière artisanale. Donc, du coup, voilà notre fameux logotype. Voilà. Et ça, c'était aussi une vraie démarche. Ça permettait de marquer le projet, de lui donner un identifiant visuel et puis aussi plus de crédit pour nous. Enfin, voilà. Et donc, nous avons démarché sur les marchés à la rencontre des habitants. On trouvait que c'était vraiment un lieu fédérateur, intergénérationnel et intéressant à plein d'égards. Donc ça a bien fonctionné en fait, c'était une manière aussi pour nous de présenter le CMTRA, l'ENM et puis le RISE et ses activités. Donc on était un peu sur un double enjeu de communiquer sur nous-mêmes, sur nos équipements et par là même et surtout sur cette collecte et nos intentions. Voilà. Et donc, on a travaillé de manière collaborative entre les 3 partenaires. On s'est relayé sur ces marchés. Voilà. Donc, la collecte a plutôt bien fonctionné et elle a révélé un échantillonnage de pratiques, d'instruments variés où on a veillé en fait à ce qu'il n'y ait pas trop de doublons en fait dans les instruments concernés et puis aussi dans les pratiques et les profils de gens interrogés dans la mesure du possible, on va dire. Voilà. Donc ça, en fait, c'était avant le confinement, donc c'était des moments privilégiés où on était encore autorisé à aller à la rencontre des gens. Alors de même, sur les marchés, eh bien, un groupe d'étudiants en anthropologie de Lyon 2 a aussi participé à ce travail de manière un petit peu plus en marge, on va dire. Mais eux aussi, et je tiens à saluer leur travail, eux aussi ont démarché dans les quartiers de Villeurbanne et notamment en intervenant sur les marchés également. Donc, en fait, c'est une équipe d'étudiants qui a eu exactement la même démarche que nous, finalement. Donc, c'était en complémentarité avec notre travail. Si ce n'est que ce qui les a démarqués, c'est que dans leur groupe d'étudiants, ils ont associé, en fait, une dessinatrice étudiante aussi de l'école Émile Cole, qui est une école qui forme au métier de la bande dessinée et qui, elle, a mis en dessin les témoignages, les portraits des Villeurbanais et Villeurbanaises qu'ils avaient rencontrés. Et donc, du coup, c'est tout un travail de mise en dessin avec aussi des images que vous voyez sur la vignette et puis un travail de captation de témoignages oraux. Donc, ce travail-là aussi a été valorisé au sein de notre exposition et le sera dans la publication à venir dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà.
Donc ça aussi, ce travail était mené avant le confinement. Alors pendant le premier confinement, donc nous avons expérimenté 2 actions. La première, en fait, s'est inscrite dans un dispositif porté par la mairie de Villeurbanne qui s'est appelé Allo Vacances, dans le cadre de la politique de la ville, en direction d'enfants défavorisés, coupés en fait de tout accès aux communications de type Internet. Voilà, donc l'idée en fait c'était de maintenir un lien avec ces enfants. Et donc tous les services de la ville et notamment les services municipaux ont été invités à collaborer. Donc il s'agissait en fait d'appeler pendant 10 à une, enfin des fois ça a été jusqu'à une demi-heure les enfants pour garder un lien avec eux, s'assurer qu'ils allaient bien. Et puis leur proposer une animation culturelle. Donc, on a saisi ce dispositif pour poursuivre notre collecte. Donc, et là, on était vraiment sur une cible auprès d'enfants. Et il y a eu des jolies surprises. Certains, par la suite, parce qu'ils étaient privés de moyens de communication en dehors du téléphone, sont revenus à nous. Et quand, à l'issue du premier confinement, et ont été en mesure, comme là je vous le montre, ce kalimba et ce dessin, de nous transmettre leurs dessins et des photographies de leurs instruments de musique, ainsi que les récits qu'ils avaient à nous raconter. Donc, en fait, ça a concerné à peu près une quinzaine d'enfants. C'est pas énorme, mais c'était un petit peu un travail en finesse qui avait aussi une dimension sociale et culturelle forte pour nous. Voilà. Ensuite, durant ce confinement, donc bon, là, c'était pas très original, on a activé un questionnaire en ligne via le site du RIS, le site internet, relayé aussi sur le site de l'Ethnopôle CMTRA, ainsi que sur le site de la ville de Villeurbanne, avec 2 versions. Là, je vous ai mis la version longue, mais on avait une version plus light, en fait, pour, on s'est dit, le profil de témoins habitants potentiels qui n'a pas envie de passer trop de temps à remplir un questionnaire un peu fastidieux. Du coup, on avait la version light et la version longue, et également possibilité pour la personne intéressée de nous laisser ses coordonnées pour engager une discussion avec eux plus approfondie à l'issue. Et rentrer en contact aussi pour éventuellement emprunter leur instrument de musique. Donc finalement, là, cette démarche, on a eu à peu près 40 retours, ce qui nous semblait assez convenable. Voilà. Ensuite, cette collecte donc s'est poursuivie dans ce contexte particulier. Et puis, on a expérimenté un autre outil qui a été créé de toutes pièces pour l'exposition et pour la collecte. Donc, nous l'avons appelé le Dring, un dispositif relais instrumental et novateur en goguette, qui a été imaginé pour circuler un peu comme un ovni dans Villeurbanne, aussi bien auprès de structures culturelles partenaires ou aussi dans le cadre d'événementiels, voilà, et aussi auprès des écoles. On a proposé le prêt de cet outil de manière gratuite en proposant que le RIS se charge à chaque fois de son montage, démontage et de son animation. L'idée, donc on a recruté un service civique que vous voyez d'ailleurs en photo, qui a été formé pour pouvoir animer cet outil et proposer des médiations donc autour avec toute une programmation et dans la perspective aussi de former des relais au sein des lieux d'accueil de la structure pour qu'ils puissent s'en emparer. Donc, en fait, cet outil a été imaginé de manière un petit peu séduisante, très colorée, communicative. Donc, elle reprend, en fait, la structure reprend le propos et l'intention de l'exposition et précisément de cette collecte. Et puis, elle met en exergue des instruments de musique choisis pour leur lien organologique, et puis aussi un exemple en fait de manufacture historique locale, une manufacture d'accordéon, la famille Cavagnolo, qui est un exemple de parcours migratoire vraiment très intéressant. Ce sont une famille d'origine italienne qui s'est installée à Villeurbanne, et donc on a voulu aussi mettre en avant un parcours migratoire singulier et à caractère très pédagogique en fait.
Et alors, cet outil a été pensé de manière très légère, en mode Covid, avec des aérations dessus, sous les côtés, etc., pour pouvoir accueillir des groupes à l'intérieur de la structure, à l'extérieur aussi, et avec un dispositif sonore permettant en fait d'entendre des extraits de la collecte, des témoignages d'habitants. Donc, c'était un montage, en fait, qui a été fait. En plus, on avait une ambition qui est, et on l'a tenue, on a créé plusieurs montages, en fait, des montages à la fois différents en fonction du lieu d'accueil. C'est-à-dire que, par exemple, là, la vue que vous voyez, on est à l'intérieur de l'École nationale de musique, et l'idée était surtout pas de faire entendre aux élèves de l'école de musique leurs propres témoignages. Donc, en fait, ce sont des témoignages extérieurs d'ailleurs qui sont donnés à entendre dans le lieu qui accueille le dispositif. Et il y a aussi un formulaire que vous pouvez voir ici. Donc, c'est très simple, hein, des feuilles A4 qui sont données par le médiateur. On a un petit meuble qui va avec et où on demande donc à chaque personne propriétaire d'un instrument de musique de nous raconter son histoire et puis, s'il le souhaite, de nous laisser ses coordonnées pour en savoir plus et le rencontrer dans un second temps et recueillir son témoignage de manière plus détaillée. Donc, en fait, ce qui est intéressant à vous dire, c'est que ce dring, il circule encore. Donc là, il va bouger dans le réseau des médiathèques de Villeurbanne. Et si on peut organiser notre fête des instruments de musique au RISE, il y sera. Et puis cet été, dans le cadre des actions Vivez l'été pour toutes les personnes qui ne pourront pas partir en vacances, il est prévu de tourner dans les centres sociaux, notamment. Voilà, donc l'idée c'est de poursuivre cette collecte et il va sans dire que le fruit de tous ces questions, de tous ces questionnaires et des médiations organisées va être réinvesti, non pas dans l'exposition parce que l'exposition elle n'aura plus lieu, mais dans la publication qui sera une trace de ce projet et dont la parution est programmée pour la fin de l'année 2021. Alors, Anne-Marie, pardon de vous interrompre, mais il va peut-être falloir conclure. Conclure pour laisser le temps aux intervenants suivants et à la discussion. Et donc, du coup, la boucle est presque bouclée puisqu'on atteint la valorisation et notamment cette exposition. Et on a la chance de pouvoir l'ouvrir, en fait, cette exposition, puisque comme le RISE est un lieu hybride, nous avons la chance d'avoir une médiathèque. Et comme les médiathèques sont ouvertes en France encore aujourd'hui, eh bien, cette exposition est visible. Donc, je vous invite à venir la voir si vous le souhaitez. Et donc, on a mis en scène tous ces instruments de musique et tout le fruit de cette collecte pour faire simple. Je vous en donne quelques vues par ici. Voilà. Et nous avons aussi une version virtuelle sur notre site, le RISE+. Voilà, pardon, j'ai été un peu longue. Merci beaucoup Anne-Marie. Sans plus attendre, je vais donner la parole à notre intervenante suivante. On gardera le temps de questions à la fin des trois présentations. Et au fond, ça fait un petit peu le fil avec la question qui avait été posée sur la nature des appels avec finalité collection d'abord ou finalité exposition. Et du coup, par contraste, en quelque sorte, je propose d'écouter maintenant Alice Buffet, directrice du musée de la Résistance en Isère, où là, il y a vraiment un objectif de collecte qui s'associe à un chantier des collections et donc à un horizon d'abord collection. Alice Buffet, je vous propose de partager votre écran si vous avez un PowerPoint. Oui, tout à fait. N'oubliez pas aussi soit de poser des questions dans le chat ou en tout cas de les garder en mémoire. On fera une discussion collective à la fin de ces trois présentations. Je sais notamment que sur les questions de patrimoine immatériel, d'autres participants ont réalisé des collectes et voulaient en parler. Donc, on y reviendra après la présentation de tous. Alice, c'est à vous. Oui, alors déjà, pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien le PowerPoint? On voit votre PowerPoint. Vérifiez peut-être qu'il défile. J'ai passé. Est-ce que ça a fonctionné? Non, là, ça n'a pas défilé. Je crois qu'il faut vraiment cliquer sur les slides de côté, en fait. Ah, d'accord. Alors, je vais sortir de la présentation.
Là, que vous là, êtes vous sur la voyez? 1 et là, voilà, là, ça Oui, sur la marche. 2. Ok, très bien. Voilà. Bien, merci et bonjour à tous. Je pense que certains de mes propos vont venir effectivement en complément des 2 précédentes interventions qui ont été réalisées ce matin. Le contexte au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, effectivement, est un peu différent des 2 précédentes interventions, puisque vous le rappeliez, aujourd'hui, nous avons un musée qui est issu d'un musée associatif qui a été créé dans les années 60 et qui est d'ailleurs au départ, à l'origine, réalisé par une collecte qui est lancée de la part d'un des fondateurs du musée, qui était un directeur d'école primaire et qui a demandé à ses élèves dans les années 60 de revenir en classe avec des objets qu'ils pouvaient trouver dans leur famille concernant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, nous sépare maintenant 60 ans puisque c'est la première fois pour nous que nous lançons une collecte. Du coup, elle s'est inscrite dans un contexte qui était d'abord celui d'un inventaire, on va dire, d'un chantier des collections, vous le rappelez, mais déjà d'un préambule sur les collections de ce musée qui sont centrées autour de 2 piliers fondamentaux qui se retrouvent dans le nom du musée, qui sont la résistance et la déportation. Et du coup, l'origine du musée, créée par des associations à la fois de résistants et de déportés, a polarisé aussi les collections du musée et les a concentrées autour de ces 2 thèmes majeurs. Aujourd'hui, on a à peu près 8000 items à l'inventaire et environ 1200 objets 3D. Et au cours de ces 25 dernières années de notre musée départemental, la thématique du musée a progressivement ouvert les collections à d'autres axes, à la fois une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale et des conséquences sur le territoire isérois, mais aussi sur l'intemporalité des valeurs de la résistance et en lien avec nos sociétés contemporaines. Donc les collections se sont développées ainsi. Et puis, en décembre 2018, l'exécutif du département de l'Isère a répondu à des alertes lancées depuis longtemps par l'équipe du musée sur la saturation de nos espaces, à la fois de présentation et d'accueil du public, mais également de gestion administrative du musée. Et donc, dans le cadre d'un projet de requalification d'un bâtiment emblématique du centre-ville de Grenoble, qui est le Palais du Parlement du Dauphiné, dans ce cadre de partenariat public-privé, il a demandé l'instruction du transfert du musée dans ce nouveau palais. Si bien que pour pouvoir démarrer ce travail-là, il fallait qu'on débute par une connaissance précise de nos fonds, ce qui n'était pas du tout le cas pour diverses raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas ce matin parce que ce n'est pas l'objet. Et donc, il a fallu qu'on débute effectivement un chantier des collections que nous avons phasé jusqu'en 2024, qui est normalement la date d'ouverture du nouveau musée au sein du Palais du Parlement, avec une première phase qui a concerné les objets 3D. Et donc, cette première phase, il faut dire que le contexte sanitaire nous a plutôt beaucoup aidé pour l'achever, puisque nous avons pu l'achever en 2020, puisque les temps des confinements, c'est du temps que nous avons pu mettre à profit autour de nos collections, à la fois pour presque terminer, on va dire, le récollement décennal, sur lequel nous étions très en retard, à la fois également pouvoir relocaliser les objets, les reconditionner et pouvoir mettre à jour nos bases d'inventaire. Et du coup, c'est vrai qu'on avait l'idée de pouvoir développer les collections, notamment pour appuyer le propos du futur musée, puisque nous sommes depuis toujours un musée d'histoire et de société, mais dans le cadre du PSC qui est en cours de rédaction de ce futur musée, l'axe sociétal va être priorisé et bien réaffirmé. Donc pour cela, il fallait aussi qu'on ait des collections qui puissent porter le discours sur lequel on souhaitait s'orienter. Donc ça, c'est pour le contexte de cette collecte. Ce qu'il faut rajouter, évidemment, c'est que cette collecte, elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large qui est celui de la fin de l'ère des témoins. C'est-à-dire que c'est une phase qui est déjà amorcée depuis quelques années, mais qui en est vraiment maintenant, et la crise sanitaire ne nous a pas aidés là-dessus non plus. Nous sommes dans les derniers survivants de cette période, les derniers témoins de cette période-là. Et donc, cette collecte, pour nous, elle était urgente à faire aussi pour éviter que, dans le cadre des décès, des successions, nombre d'objets soient perdus, jetés par méconnaissance de leur intérêt qu'ils pourraient revêtre pour le.
Donc, ce sont effectivement les objectifs de cette collecte. Et en ayant fait ce chantier des collections, nous avons pu identifier des lacunes dans la collection, je le disais tout à l'heure, et nous avons priorisé 4 axes sur notre collecte. Tout d'abord, typologique, puisqu'on favorise l'objet 3D plutôt, thématique, en ciblant notamment le contexte sociétal, le quotidien, l'intime, mais également une thématique complètement absente des collections qui sont les prisonniers de guerre, qui est une mémoire un peu oubliée aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et puis territoriale aussi, parce que nous avons aujourd'hui, nous sommes un musée départemental, donc avec des collections sur l'ensemble du territoire isérois, mais on sait que Grenoble, capitale des maquis, etc., capitale du département, a polarisé beaucoup de choses, et le nord du département a été beaucoup moins documenté dans les collections du musée, parce que plus naturellement aussi historiquement tourné vers Lyon. Et donc nous souhaitons pouvoir faire rentrer de nouveau dans les collections des objets ou documents qui ont pu avoir plutôt une histoire du Nord-Isère. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs, puisque j'en ai tout à l'heure, on arrive à avoir justement des dons sur ces axes-là principalement. Et puis, en ouvrant aussi un petit peu les frontières du département, parce que même si aujourd'hui on a des limites administratives, évidemment la résistance ne s'est pas arrêtée à ces limites-là. Et je pense notamment à l'exemple du maquis du Vercors, par exemple, qui est une histoire partagée entre la Drôme et l'Isère, mais également sur des problématiques alpines, puisque il y a une vraie logique sur l'arc alpin aussi au niveau de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous avons certes priorisé ces 4 axes. Pour autant, nous avons bien rappelé que l'ensemble que nous ne nous arrêtions pas à ces 4 axes, et que nous allions accueillir toutes les propositions qui allaient nous être faites, sans pour autant que l'idée, c'était que les futurs donateurs ne se limitent pas eux-mêmes. Et il fallait plutôt qu'on ait, on va dire, une diversité, voilà, une possibilité, nous, d'avoir ensuite un arbitrage scientifique sur les collections, et que ce ne soit pas le donateur en première intention qui se limite et qui se restreigne à donner. Alors, au niveau de la méthodologie, c'est vrai que pour nous, c'était donc c'est une première collecte. Elle a été lancée le 1er février 2021, et elle court jusqu'au 1er juillet. Nous avons choisi d'avoir un temps de collecte court, parce que nous savons que nous avions bien anticipé le fait que, bon, déjà le contexte sanitaire voilà, est complexe aussi pour avoir une vraie visibilité, et puis parce qu'il faut aussi animer ces 5 mois de collecte et pouvoir conserver le lien avec le public et l'information vers le public. Donc pour cela, nous avons tout d'abord, à l'image de ce qu'a fait le musée de Bretagne, c'est-à-dire que nous avons déterminé une méthodologie de collecte précise que nous avons présentée en commission régionale d'acquisition, pour justement ensuite faciliter en dernière instance la validation des propositions d'acquisition qui seront faites. Et puis nous avons aussi choisi, et ça c'est vrai qu'à la fois le contexte, mais aussi les possibilités physiques et logistiques ne nous le permettaient pas, c'est-à-dire de n'accueillir aucun objet au musée tant qu'il n'y aurait pas une validation définitive de l'entrée de l'objet dans les collections du musée. Donc là-dessus, on a été assez pédagogique au niveau du public, et on leur a bien précisé également que ce n'est pas parce qu'ils donnaient que tout serait accepté également. Donc là, on est sur la même logique que l'intervention de tout à l'heure. Et ça a été, nous l'avons souhaité le dire assez clairement, pour éviter justement toute frustration, et de bien rappeler effectivement que les dons, que donner ne signifie pas forcément être exposé, et que la vie de l'objet, elle allait être diverse en fonction de voilà, sa qualité, son origine, son histoire, et que cet objet pourrait effectivement être simplement conservé dans les collections, mais du coup avoir des conditions de conservation voilà, adéquates, hein, et ou sinon pouvoir être prêté, documenté, ou être exposé, ou être mis également sur des publications du musée.
Donc, on est passé par la mise en place d'un site internet dédié, une URL dédiée, avec un questionnaire en ligne à remplir et à documenter par le donateur. Donc là aussi, on est à la recherche évidemment de l'histoire de l'objet et de pouvoir avoir le maximum d'informations afin de pouvoir ensuite se positionner sur son acceptation ou son refus pour poursuivre son chemin dans les collections du musée. Heu, Aujourd'hui, c'est vrai que le contexte sanitaire, nous aide assez finalement, puisqu'en fait, avec les couvre-feux et les confinements, on est dans des périodes où on est plutôt chez soi, à domicile et dans lequel on peut effectivement, pouvoir, rechercher ces objets ou ces documents, dans les appartements, dans les maisons et cetera et hem et ça, c'est vrai que c'est plutôt une aide pour nous finalement, paradoxalement. Et puis c'est un moyen aussi pour nous de garder un lien avec notre public finalement puisque, même si, nous souhaitons que les objets soient systématiquement, proposés à travers le questionnaire, nous aussi également, nous avons à chaque fois, un contact téléphonique avec les donateurs, soit pour leur signifier que nous avons bien reçu leur proposition de don via l'interface et si elles sont complètes, voilà, leur rappeler le temps long, de cette collecte, soit, pour compléter des informations, soit, parce que ce sont des personnes qui nous appellent directement, et à ce moment-là, on les aide à compléter les formulaires en ligne. L'objectif, c'est donc que cette collecte se termine, au 1er juillet, d'avoir ensuite, un comité scientifique spécifique, qui va pouvoir étudier avec nous, ces propositions de dons, pouvoir arbitrer sur celle-ci et ensuite pouvoir, présenter, l'ensemble des dons, à la commission scientifique à l'automne 2021. Pour aider cette collecte, nous avons, eu l'idée aussi, mais parce que ça se prêtait dans le cadre du transfert du musée, de pouvoir nous appuyer aussi sur, les associations de mémoire, d'anciens résistants et déportés, mais aussi, des prisonniers de guerre et de pouvoir, les mobiliser pour nous aider dans le cadre de cette collecte et pour cela, mais pas seulement pour eux, mais notamment pour eux, nous avons créé un statut d'ambassadeur de la collecte, qui était pour nous un moyen de renforcer effectivement ces liens avec le tissu associatif, mais aussi avec le public et donc pour aider la collecte, il y a 2 façons, c'est soit on a des objets qu'on peut donner, soit, on peut, diffuser l'information de cette collecte puisque pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit, largement communiquée sur l'ensemble du territoire et même au-delà et donc pour ça, on a effectivement eu un très bon relais de la presse, qui nous a beaucoup suivis et je pense qu'ils étaient très friands d'avoir, des thématiques comme celle-ci, qui les sortaient un petit peu du contexte, de la crise sanitaire et donc pour ça, ça a vraiment un gros coup de pouce parce que c'est toujours en cours, notamment avec la presse régionale, le Dauphiné Libéré, mais également différents médias, France 3, France Bleu et cetera. Et puis, tout un nombre de personnes qui ont vu effectivement, passer ces affiches, cette communication et qui ont aidé, le musée, en diffusant l'information, en faisant même parfois, du porte-à-porte ou en tout cas, de valoriser, le travail, qui était réalisé et de pouvoir en parler et donc ça a été vraiment, important dans notre collecte, et du coup, on a mis en place, pour aider ces ambassadeurs, un matériel spécifique, un guide méthodologique qui a été préparé pour accompagner leur démarche et c'était ainsi une façon pour eux d'avoir un document un peu cadre qui leur permettait de faire connaître la collecte, de les guider aussi, dans, les informations qu'ils pouvaient, diffuser auprès, des différents interlocuteurs qu'ils pouvaient avoir et d'aider aussi à cibler les propositions puisqu'on avait ces 4 axes, prioritaires, voilà, qui étaient plus particulièrement recherchés. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'ai une vidéo que je voudrais vous partager, si c'est possible, puisqu'en fait, c'est la vidéo que nous avons réalisée, qui est la vidéo explicative de la collecte et qui me semble résumer assez bien ce que je viens de vous expliquer. Donc, je vais essayer de la lancer. Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous voyez déjà l'écran? Non, Non. non, on ne la voit pas. Ah, ça n'a pas marché. C'est la vidéo qui est sur le site, parce qu'elle Oui. faut qu'elle soit assez brève, hein, mais elle est courte, je crois. Oui, elle fait 1 minute 20, je crois, mais si vous la voyez pas, vous voyez pas mon écran là, du coup?
Non, la mettre non. dans le Non, chat, bon. peut-être, on pourra la regarder chaque Oui, Oui, ce que vous tout à pouvez fait. faire, c'est la mettre dans le chat et les participants peuvent du coup la consulter directement. Ouais, tout à fait, voilà, parce qu'elle résume plutôt bien ce que je viens de vous dire. Alors, avant de conclure pour pas être trop longue, donc, on est aujourd'hui à mi-parcours puisque, on est à la moitié de la collecte. Aujourd'hui, on a eu 150 propositions de 90 donateurs, différents. Bon, c'est les chiffres du début de semaine, donc ils sont mis à jour, évidemment régulièrement. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de propositions qui répondent aux 4 thématiques qui sont recherchées et notamment les prisonniers de guerre. On sent vraiment que cette mémoire qui s'est tue pendant de nombreuses années, aujourd'hui, ressort et c'est tant mieux pour nous et c'est tant mieux aussi pour la valorisation et la pérennisation de cette mémoire. On a vraiment des propositions d'objets qui sont complètement inexistants, de nos collections. Alors j'ai mis quelques photos en bas, c'est peut-être pas très gros et vous voyez pas très bien, mais c'était pour illustrer en tout cas et de montrer la pluralité en fait des propositions. Et puis je l'ai dit, un très beau relais de la presse et des médias avec un vrai suivi et des contacts réguliers et des relances régulières. Donc ça, c'est assez important. On a également mis en place une newsletter mensuelle avec des systèmes de vidéos. Là aussi, je pourrais vous mettre les liens, mais avec le lien de l'URL de la page de la collecte, vous aurez accès à toutes ces vidéos. Donc des vidéos à la fois d'un ambassadeur, mais aussi, par exemple, du vice-président du département qui appuie aussi la collecte, de pouvoir la faire vivre, la réalisation de petites bandes dessinées qui permettent justement de mettre en scène des situations pour que les gens puissent s'identifier et de dire « Ah bah oui, peut-être que ça peut les intéresser ». Cette campagne de communication est assez efficace et visible parce que aussi, voilà, encore une fois, on a bénéficié d'une visibilité du fait de la fermeture des musées et que certains musées, notamment du réseau des musées départementaux de l'Isère, nous ont laissé la place aussi, notamment sur tout ce qui est sucette de co, affichage gare et différentes. Et donc, du coup, on a une vraie abribus, etc. On a une vraie visibilité là-dessus et donc tant mieux et on est vraiment content que ça puisse se mailler comme ça sur le territoire. Et puis voilà, ce contexte sanitaire qui nous aide malgré tout, à la fois en gardant un lien avec notre public, puisque du coup, on a des contacts réguliers avec ces futurs donateurs, et puis et de justement ce travail un peu de recherche et d'introspection familiale qui est facilité par ce contexte. Voilà. Merci beaucoup Alice. Merci d'abord pour cet optimisme. Enfin, vous parlez des avantages du contexte et c'est vrai et ça fait du bien. Transition avec la dernière intervention, c'est aussi cette belle collecte. Elle est vraiment dans la tradition de la sauvegarde d'urgence des derniers témoins. Et là, avec l'exemple du musée de la Poste, on va passer à un autre type de sauvegarde d'urgence, plutôt disons la sauvegarde de l'éphémère ou de ce que l'on croyait il y a un an éphémère avec l'initiative du musée de la Poste, donc, dont va nous parler Agnès Mérandet, qui est directrice des collections et des expositions dans ce musée et pour une collecte qui a été réalisée autour du confinement, en tout cas de la première séquence de confinement. Voilà Agnès, je vous laisse la parole et l'écran. Et bien entendu, j'ai hâte de découvrir les résultats de cette collecte proche de la nôtre. Je lance le partage, voilà. Voilà, ça se lance. Voilà, ça se lance. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui. Voilà, très bien. Voilà. Donc, juste pour rappeler rapidement le contexte, le musée de la Poste, qui est donc un musée d'entreprise, a rouvert fin 2019, donc au très mauvais moment, suite à un chantier de rénovation qui avait entraîné sa fermeture pendant 6 ans. Et quand le confinement est arrivé, nous étions justement en réflexion pour relancer une collecte du patrimoine contemporain de l'entreprise.
Et nous avons un petit peu changé nos plans pour suivre l'actualité. On avait vu bien sûr ce que faisait dès les premiers jours du confinement le MUCEM et puis un certain nombre de services d'archives. Et donc nous avons voulu effectivement nous associer donc à ce mouvement de collecte. Alors, nous avons tout de suite commencé par échanger avec la DIRAG, qui est la direction des archives du groupe La Poste, dans l'optique de mutualiser les efforts de nos 2 services. Et puis, nous avons profité des premières semaines de confinement pour faire un petit peu notre liste de courses et essayer de recenser tout ce qui pourrait intéresser nos 2 services au sein des différentes branches du groupe. Je rappelle que La Poste, c'est une entreprise qui a quand même 220 000 à 250 000 employés. Donc avec des branches des plus diverses, la banque postale, la branche service courrier colis, les services à l'international comme DPD Poste, etc. Et alors, comme méthodologie, nous avons décidé une fois après avoir rédigé notre liste de courses, on a décidé de la présenter directement en organisant des visioconférences et des appels téléphoniques avec un certain nombre d'interlocuteurs. Alors, nous avons, ce qui nous intéressait, je vais passer assez rapidement, mais c'était bien sûr un certain nombre de thématiques autour de la Poste en première ligne pendant ce premier confinement, avec aussi bien les tournées de facteurs, la livraison des médicaments, les contacts avec les élus, les opérations de communication, et puis la vie du groupe de manière générale. Alors, 2 buts étaient poursuivis. Un premier but, je dirais très général d'archivage, donc qui concernait bien sûr la direction des archives du groupe La Poste au premier point, en sachant que le musée, lui, se permettrait, à partir d'une collecte donc un peu tous azimuts, de sélectionner peut-être davantage des éléments qui pourraient être suffisamment pertinents pour alimenter soit les collections du musée si l'on allait récupérer des objets, alimenter la photothèque, et puis d'une manière générale, peut-être à plus long terme, pourquoi pas pouvoir être utilisé au cours d'expositions. Ce qui fait qu'on a eu aussi une réflexion très vite sur le problème des autorisations à obtenir pour pouvoir diffuser des films et des photographies. Parce que, comme je vais vous l'indiquer tout de suite après, la collecte a permis d'engranger massivement de la photo et de la vidéo. Alors, dans un premier temps, on avait tout de suite aussi repéré des personnes qui allaient être vraiment des référents en première ligne au sein du groupe La Poste, en particulier le photographe de la direction de la communication qui avait tout de suite été mandaté par le PDG du groupe pour suivre les postiers en première ligne. Donc, Eric Huynh, ce photographe, nous a communiqué son tableau de bord et on a pu suivre en fait sa campagne de photographie quasi au jour le jour, et il nous a versé au fur et à mesure donc cette campagne photographique qui se porte aujourd'hui à plusieurs milliers de photographies. Donc, vous en avez un petit échantillon. Donc, ça va de la factrice toute seule sur le rond-point de l'Étoile à aussi donc les campagnes Veiller sur mes parents qui ont été forcément relayées par le groupe à cette époque-là, donc pendant le confinement directement. Donc, un autre exemple ici, mais je passe un petit peu plus rapidement. Alors, les versements sont toujours en cours actuellement. Ils ont démarré donc à partir du mois de mai. Disons qu'on a passé la période de mars-avril
à rencontrer des interlocuteurs, à leur expliquer ce qu'on voulait. Et puis, les versements ont commencé à démarrer à partir du mois de mai, sont toujours en cours, parce que certains services sont toujours actuellement très pris par l'actualité et par finalement les confinements et les crises différentes qui se sont succédées. On a, d'un point de vue pratique, créé un espace de partage sur l'outil OneDrive qui est commun donc à tous les postiers. Et donc, on avait effectivement possibilité de transmettre des liens aux différents interlocuteurs qui, effectivement, nous versaient ensuite un certain nombre d'éléments. Donc, par exemple, la branche service courrier colis s'est beaucoup impliquée pour nous verser beaucoup d'éléments de communication. Donc, affiches, spots, journaux télévisés, affichettes, etc. Et nous sommes en attente aussi de prototypes d'objets de protection réalisés en fabrication 3D par la direction technique. Le réseau, c'est-à-dire en fait la direction qui encadre les bureaux de poste, s'est beaucoup investi grâce à l'initiative d'une personne qui travaille donc au service communication et qui a fait un appel à tous les collaborateurs du réseau pendant l'été pour engranger un certain nombre de choses. Et puis vous avez également ici l'exemple de la Banque Postale qui nous a versé voilà, aussi bien des spots publicitaires, mais également des éléments qui avaient été créés spécialement pour la reprise du travail sur site au niveau du siège de la Banque Postale, donc avec un masque, un tote bag et une bande dessinée. Voilà, donc d'autres services aussi ont participé. Alors ça peut aller de la création de masques illustrés de timbres-poste, en passant, par exemple, vous avez les visuels ci-dessous, donc le service immobilier de la Poste, Postimo, qui a fait réaliser un carnet par une artiste qui travaille régulièrement avec Postimo, donc. Et cet artiste a réalisé donc des portraits des personnels confinés avec leurs témoignages. Voilà, alors nous avons aussi au sein du musée versé des éléments donc, qui seront conservés par la direction des archives du groupe. Donc on a tous un peu mis la main à la pâte pour essayer de déclencher voilà, une collecte en interne d'éléments qui nous paraissaient signifiants. Donc vous avez par exemple des photographies qui ont été prises lors du retour du premier visiteur sur site, puisque le musée a rouvert après le premier confinement, donc le 1er juillet. Et nous avions aussi créé une signalétique spécifique. Donc on a transmis également à la direction des archives du groupe les éléments relatifs à la création d'une signalétique spéciale Covid et puis de masques également logotés au nom du musée. Alors le bilan en chiffres, hein, donc cette collecte a surtout particulièrement mobilisé l'iconothèque du musée pour effectuer la récupération des supports et le traitement du reportage photographique. La collecte à ce jour s'élève à 120 vidéos, 3700 photographies qui ont toutes été traitées, éditées et renommées, et une série complète de 32 affiches numériques qui avaient été réalisées par le service communication donc de la branche service courrier colis. Et ces affiches avaient elles-mêmes été réalisées pour être affichées dans les espaces de travail des facteurs. Et ces affiches, en fait, donc, comprennent des visuels envoyés aux facteurs eux-mêmes par le grand public sur les réseaux sociaux. Donc, des photos de petits cadeaux et de dons et de remerciements, voilà, envoyés par la population française aux facteurs. Je précise aussi parce qu'évidemment, beaucoup d'éléments ont été produits par les différents services de communication, mais pour la partie archives pure et dure, hein, il y a eu aussi des versements systématiques des personnes chargées de la veille sur les organisations syndicales, versement des archives du service des ressources humaines et beaucoup d'archives voilà,
sur le fonctionnement de tous les services de manière exhaustive. Donc voilà un peu, j'ai essayé d'aller très vite sur ces éléments et nous continuons la collecte actuellement. Voilà, nous sommes toujours en contact là-dessus avec un certain nombre d'interlocuteurs. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été rapide et concise. On a pris évidemment beaucoup de retard. Sans plus tarder, je donne la parole au public. J'ai vu qu'il y avait une question de Marie-Pierre de Guillaume, pardon. Marie-Pierre de Guillaume, oui, musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes. Bonjour, On vous non, écoute. je voulais demander à Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Beau projet, mais en fait là c'est une question très basique. Combien de personnes pour réaliser ce projet? Alors essentiellement moi, et puis la photothécaire et une personne de la direction des archives du groupe qui était notre référente. Voilà. Non, parce que quand évidemment, pas à temps complet, hein, bien sûr, on faisait beaucoup d'autres choses en même temps. Oui, j'imagine. Non, mais quand j'entends que vous avez déjà, pas inventorié, mais enfin, catalogué tout ce que vous avez, là, je suis un peu très admirative. Oui, alors pas cataloguer, c'est beaucoup dire. Hein. On a surtout récupéré les images, trier celles qui étaient plus ou moins de bonne ou de moins bonne qualité, et ça a rejoint notre archivage informatique, mais pour le moment les photos ne sont pas non plus dénominées de manière extrêmement précise, d'autant que alors là ça dépasse un peu ce cadre, mais le musée de la Poste n'a pas encore d'outils informatiques pour gérer sa photothèque, hein, et nous sommes plutôt en phase de rédaction du cahier des charges pour obtenir un outil de gestion de la photothèque. Voilà. Ben, merci. Et j'imagine que vous avez évidemment vous êtes beaucoup appuyé sur le groupe La Poste, quoi. Complètement. On a activé les contacts qu'on avait, que ce soit la directrice du musée de la Poste qui elle-même est postière, la DIRAG qui a pour mission de toute façon de procéder à l'archivage systématique papier électronique, hein, donc qui est un service composé d'un certain nombre de personnes, avait déjà tous ces contacts. Donc on a essayé d'activer un maximum de contacts en direct. Mais après, voilà, il y a certains services, comme toujours, qui étaient très débordés. Il y a des personnes plus intéressées ou plus actives que d'autres. Mais enfin, on a réussi à ratisser à peu près toutes les directions du groupe. Merci. Merci. En tout cas, oui, c'est sûr que ces projets de collecte participative, je trouve que c'est très frappant qu'elles diffractent à la fois des enjeux de médiation et de visite, des enjeux de communication, des enjeux de collection et puis des enjeux de travail d'institution, de groupe, enfin, à l'échelle de l'établissement, et des enjeux humains de traitement, évidemment, pas du tout négligeables. Laurie Darroux a demandé la parole et ensuite Kelly Guyane Coteau. Oui, bonjour. Donc Laurie Darroux de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne. J'avais une question pour Anne-Marie Orize. Je trouve déjà que le projet est hyper complet, hyper intéressant. Bravo vraiment pour ce travail. J'aurais aimé savoir quelle était l'intention politique de ce projet, parce que j'entends qu'en fait, au-delà de l'intérêt musicologique de constituer un instrumentarium, il me semble qu'il y avait, enfin, de ce que j'en entends, hein, qu'il y a une plus-value sociale que vous essayez de constituer. Enfin voilà, j'aurais aimé savoir si ça a été pensé, enfin voilà, quelle était cette intention politique, et puis savoir du coup quel a été l'accueil du public. Est-ce que ça, enfin voilà, de ce travail-là. Merci. En fait, il y avait une intention politique, à ma connaissance déjà, de mettre en lien trois acteurs, l'École nationale de musique, le RISE et le CMTRA. Donc ça, c'est la première chose. Après, au niveau de
du volet social, culturel, en fait, c'est intrinsèque à notre équipement. Le RISE a été pensé comme ça dans ses missions, que d'être vraiment sur le terrain. En fait, nous, notre collection, c'est Villeurbanne et ses habitants, finalement, au quotidien. Donc, du coup, c'est vraiment, c'est un peu notre cœur de notre savoir-faire et notre spécificité d'équipement. Et la réception des témoins habitants approchés dans le cadre de cette collecte, globalement, enfin, je crois même de manière totale, elle a été très positive. On a vraiment fait de très belles rencontres. En plus, l'objet même d'instruments de musique, on s'est rendu compte, enfin, on en était convaincus, mais disons que ça a conforté l'idée qu'on en avait, est vraiment vecteur de plein de choses. On peut, à partir de cet objet-là, tirer des tas de ficelles incroyables. Donc, du coup, c'était très stimulant et motivant de travailler aussi sur ce sujet. Et j'ai oublié de le dire dans la présentation, les témoins habitants ont été aussi associés à la programmation d'actions culturelles tout autour de l'exposition, qui évidemment a été très impacté par la crise sanitaire, mais dans la mesure du possible, on a réussi à maintenir quelques petites formes et des activités pédagogiques et de médiation que vous pouvez imaginer. Et en fait, beaucoup de témoins approchés, qu'ils soient dans une pratique amateur ou même pour avoir leur témoignage sur leur intérêt pour leur instrument de musique, sans être forcément musiciens, ont été invités à participer en fait sur toute l'année, et c'est pas encore fini, à venir témoigner et à être à la rencontre avec notre public. Voilà. Donc du coup, on les a tous associés, ces témoins habitants, à la vie de notre équipement, à la programmation et à ces opportunités d'ouverture avec nos publics. Donc globalement, on est super contents de ce projet. Voilà. Merci. Kiligian Koto. C'est pas lui, hein, c'est son ordinateur. Ah Donc, alors, on vous écoute. Voilà. Donc, moi, c'est une question plus générale pour les différentes intervenantes. Est-ce que avant ce projet de collecte, vous aviez déjà réfléchi à un projet de valorisation qui irait avec? Est-ce que la valorisation, vous y avez pensé avant, ou vous pensez voir ça une fois la collecte terminée? Parce que si je comprends bien, il y a plusieurs écoles là-dessus. Et donc, voilà, on a des projets de collecte en cours. Et on s'interroge sur la valorisation, s'il faut y penser maintenant ou s'il faut attendre. Je peux peut-être dire quelques éléments pour ce qui me concerne. Nous y avons pensé avant, d'autant que comme nous étions plutôt sur le terrain de la photo et de la vidéo, il y a énormément d'autorisations à envisager pour une potentielle utilisation ultérieure. Donc déjà, par exemple, le photographe du groupe La Poste, on en a déjà bien sûr tout de suite discuté avec lui et envisagé des possibilités de présentation en exposition. Pour un certain nombre d'éléments, ça peut être plus compliqué, mais on a demandé à nos interlocuteurs d'essayer de nous donner vraiment la liste des contacts à faire et des autorisations à demander en cas de possible utilisation. D'accord. Ça doit dépendre aussi de la durée de la collecte, il me semble. Pour certaines, ça c'est un élément aussi important à la fois dans la question de la sélection des objets et de leur valorisation. C'est effectivement d'abord l'anticiper dans toutes les autorisations de droit et de ce qu'on et des attentes aussi qu'on suscite aux donateurs. Hein, vous l'avez très bien trouvé comme problème. Et c'est aussi important dans la question de la sélection des objets. C'est-à-dire quand on est dans une liste, il y a peu d'entre nous, on fait vraiment des projets avec des anticipations sur des thèmes ciblés, etc. Comment est-ce que cette sélection se fait? Est-ce qu'elle se fait au fil de l'eau? Est-ce que vous pensez que vous allez la faire au fond in fine, comme quand il y aura du tri? Voilà, ces deux horizons, sélection et exposition, c'est vrai qu'il faut les penser dès le départ, et en même temps, des fois, c'est au fil de l'eau que les problèmes apparaissent, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Céline, est-ce que tu voulais apporter un complément puisque à ces questions-là, j'étais en train tu de restes dire avec nous. Je voulais pas monopoliser la parole. Moi, j'ai appris plein de choses déjà, donc merci à tous et à toutes. Ce que je constate, c'est que ça montre quand même un intérêt très important du réseau et de nos adhérents sur le sujet. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de questions méthodologiques aussi, et finalement qu'elles ont déjà été pensées, réfléchies à des degrés divers, bien sûr en fonction des projets spécifiques de chacun. Et ce que je mettais dans le petit chat, c'est que je pense qu'on aurait sans doute un intérêt à prolonger cet échange d'aujourd'hui. Aude en avait parlé éventuellement d'une journée études ou formation sur la collecte. Je pense qu'il y a vraiment la matière. Surtout, ce qui serait sans doute intéressant dans les différents projets présentés, ils sont à des stades d'avancement différents, et sans doute dans 6 mois ou dans 1 an, on en sera aussi à une étape nouvelle. Et du coup, je me dis que l'idée de se revoir alors avec peut-être les mêmes, mais avec d'autres aussi, serait sans doute intéressant. Voilà, ça pourrait être un axe. Je vois qu'il y a les collègues du SMF qui sont là. On est en plein renouvellement de la convention de partenariat avec le ministère de la Culture, et je pense que ça c'est un enjeu important. Je sais, pour l'avoir éprouvé, et Manon aussi s'en parlait en introduction, ma collègue responsable des collections, qui a aussi été conseiller musée, ces questions de collecte ont souvent posé beaucoup de questions dans les commissions scientifiques d'acquisition. Et donc, je pense que ça ne manquera pas d'intéresser, on va dire, tous les acteurs voilà, autour de la table. Donc, je ne sais pas si... Oui, il y avait la relation, j'étais très intéressée par le statut ambassadeur aussi. On n'a pas le temps d'en parler, mais de la relation aux donateurs et du statut qu'on leur confère dans le cadre de... Et puis aussi, justement, l'évocation d'un vadémécum aux donateurs. De nous, c'est vrai qu'on a fabriqué des vadémécums enquêteurs. Et je trouve que c'est intéressant aussi dans cette dimension-là. Et je pense aussi, comme tu le dis, que c'est important de se donner un peu le temps des étapes. Hein, ça a été demandé aussi dans les questions. On avance quand même en marchant sur ce type d'opération. Et les questions, elles se posent au fur et à mesure et à des étapes différentes de la collecte. Donc, ce serait vraiment intéressant, je vais tout à fait dans ton sens, de continuer à travailler ensemble sur cette question et à se tenir informés au fond des questions qui se posent au fil de l'eau, quoi. Le sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, qui serait intéressant de creuser, enfin pas abordé, c'est que plusieurs d'entre vous ont dit que finalement, dans les choses positives de la période de la crise sanitaire, c'est qu'on avait pu se consacrer à des projets de fond. Clairement, la question se pose souvent dans la collecte des moyens humains affectés à ce type de projet. Non seulement c'est des projets qui se mènent dans la longueur, mais c'est des projets aussi qui prennent du temps. C'est des projets aussi, on voit qu'on a vraiment des articulations domaine scientifique et animation. Donc, je sais qu'un certain nombre de musées, enfin, je pense les collègues de Douarnenez, je ne sais pas s'ils sont là, mais je sais qu'ils travaillent déjà voilà, avec cette méthodologie. Auris, vous avez parlé de la question des brigades mobiles. C'est vrai que Xavier de la Seine nous en avait parlé il y a quelques temps avec la démarche « Ils sont où les ouvriers ?» J'ai souvenir de ce travail-là. Et du coup, dans les compétences, je pense aussi des équipes. C'est des compétences qui sont peut-être parfois différentes ou à éprouver, parce que ce n'est pas forcément facile voilà, de trouver les bons moyens d'engagement, de facilitation. Il y avait une question au début qui portait aussi sur comment s'appuyer voilà, sur des méthodologies de la contribution ou de la participation qui ont pu être développées, je pense notamment à Rennes, là, ce que nos collègues qu'on appelle les ateliers 4C ont pu mener est assez intéressant. Donc, il y aurait peut-être des choses à partager aussi d'un point de vue de ces compétences-là. Donc, le chantier pour une prochaine journée ou à mettre en œuvre. Céline, c'est ça l'annonce? J'aimerais bien, et surtout, j'aimerais bien qu'on le fasse en vrai. Ouais. Ah oui. Oui, tout à fait. Idéalement. Enfin, le contexte sanitaire montre aussi comment ça a permis aussi de renouveler certaines méthodes ou de réfléchir à des appels. Et comment, enfin, toute l'ambivalence en fait de cette situation du côté des opérations participatives et de collecte, quoi. Tu as raison, en vrai, ce serait tellement bien. On
va peut-être clore parce que je pense qu'on a largement dépassé les délais, à moins qu'il y ait encore une question qu'on s'autorise à prendre. Et puis ensuite, on se dira au prochain jeudi. Bon, eh bien écoutez, il me reste quand même à vous remercier chaleureusement, toutes les trois et toutes les quatre, puisque Manon est plus avec nous, mais pour vos interventions. Merci aussi à Céline, à Marjolaine et à la FEMS de m'avoir proposé d'animer ce moment ensemble. J'ai trouvé beaucoup de plaisir et, comme on le disait avec Céline, beaucoup d'intérêts communs sur lesquels continuer à échanger. À très bientôt et alors une très très bonne journée à tous. Merci. Le café est fini, il faut passer à la suite. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Jolène.